Maintenant, vous avez peut-être d'autres questions. Je vous connais assez pour savoir que la seule virgule que je n'ai pas évoquée vous intéresse au plus haut point. Par conséquent, c'est très volontiers que je vais répondre à vos questions. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le projet de loi qui renforce la protection des sources des journalistes? Un texte qui nous tient à cœur. Oui, mais qui me tient à cœur aussi, parce que vous savez que c'est un texte sur lequel j'ai commencé à travailler dès juin 2012, que j'ai pu présenter en Conseil des ministres en avril 2013, et qui a donc été transmis au Parlement depuis. Donc ce texte est entre les mains du Parlement. Il a été transmis à l'Assemblée nationale, puisqu'on choisit la Chambre. Il a été transmis à l'Assemblée nationale. Pour ma part, j'ai relancé à plusieurs reprises la commission des lois de l'Assemblée nationale sur ce texte. J'ai eu des séances de travail avec les commissaires socialistes, même de la majorité, aux lois là-dessus. La dernière réunion qu'on a eue, c'était décembre 2014. Là-dessus, des députés étaient prêts d'ailleurs à découper le texte. Il y a eu une tentative même de découpage du texte parce qu'il y a des dispositions qui ont été introduites dans un texte qui passait au Sénat. Moi-même, j'avais prévu d'en prendre pour les mettre dans le DADUS. Ce qu'on appelle le DADUS, c'est diverses dispositions de transposition de directives européennes. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce texte en tant que tel que nous l'avons écrit, que ce texte puisse être débattu au Parlement. Il nous aurait aidé, mais enfin bon, on a réussi à le faire, il nous aurait aidé notamment pour les dispositions concernant les professions protégées que nous avons introduites dans le projet de loi renseignement. Je pense que si ce texte avait été débattu au Parlement avant, il aurait été plus simple pour les parlementaires d'entendre la nécessité de prendre des dispositions pour protéger ces professions protégées. Donc le texte en est là, et voilà, je continuerai à rappeler que ce serait bien qu'il puisse être débattu et adopté. Surtout que je n'ai pas identifié d'objection au texte. C'est un peu absurde comme situation, parce que ça n'est pas... Alors, on a eu... Vous suivez le texte, donc vous savez qu'on a eu une période de difficulté sur un certain nombre de dispositions, mais ça, c'est réglé depuis un moment. On en a avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. C'est réglé depuis un moment, donc il n'y a pas de blocage au texte, et voilà, je ne vois pas inscrit à l'ordre du jour. Madame la ministre, bonjour, je suis là, Christophe Bordet, Sud Radio. J'avais une question sur l'aide juridictionnelle. La semaine dernière, nous étions quelques-uns autour de Pierre-Olivier Sûr, bâtonnier de Paris, qui était extrêmement en colère, car les tarifs que vous alliez proposer pour 2016 sur l'aide juridictionnelle étaient largement en baisse selon lui. Alors qu'en est-il concrètement? Vous l'avez évoqué là tout à l'heure. Est-ce que ces tarifs sont maintenus? Est-ce qu'ils sont réduits? Qu'en est-il concrètement? Merci vraiment pour cette question, parce que l'aide juridictionnelle fait partie des grandes orientations que j'ai oublié de citer tout à l'heure, parce que l'aide juridictionnelle fait partie de la politique d'accès au droit. Donc la suppression des 35 € et le renforcement de l'aide juridictionnelle, ce sont deux versants d'une même politique d'accessibilité au droit. Je ne sais pas de quoi parle le bâtonnier Sûr, parce que le budget de l'aide juridictionnelle, lorsque nous sommes arrivés, était à 336 millions d'euros, et les années précédentes, il baissait. Nous l'avons augmenté dès le début à 345 millions d'euros, puis à 375 millions d'euros, et cette année, il sera à 405 millions d'euros. Et l'année prochaine, donc ça, pour le budget 2016, il sera à 405, et pour le budget 2017, il sera à 475 millions d'euros. L'aide juridictionnelle est importante pour moi, et j'avais indiqué les grands axes de la réforme de fond que je voulais faire de l'aide juridictionnelle. Premier axe, élargir les champs contentieux. Il y a certains contentieux pour lesquels l'aide juridictionnelle n'est pas prévue. Ensuite, relever le plafond de ressources. Le plafond de ressources était inférieur au seuil de pauvreté. Et troisième orientation, améliorer la rétribution des avocats. Sur les champs contentieux, donc nous travaillons encore ce point. Sur le relèvement du plafond de ressources, j'ai rêvé à un moment de le relever au SMIC, parce que je trouve que le SMIC, il est difficile aujourd'hui de vivre avec le SMIC. C'est une charge financière trop lourde dans le contexte où nous sommes. J'ai souhaité au moins atteindre la barre symbolique de 1 000 €. Donc cette année, nous relevons effectivement le plafond de ressources à 1 000 €. Ce relèvement de 1 000 € pour un seuil social à 1 000 €, les effets de ce relèvement à 1 000 €
aura un effet significatif et je crois sans précédent, on me dit sans précédent, je le crois assez volontiers, parce que d'un coup, il y a 100 000 personnes de plus qui vont avoir droit à l'aide juridictionnelle à 100%. Donc, on ouvre l'accès du seul relèvement du plafond à 1 000 €, on ouvre l'accès à l'aide juridictionnelle à 100% à 100 000 personnes. Pour ce qui concerne la rétribution des avocats, l'unité de valeur, donc j'ai souhaité l'améliorer, l'unité de valeur est de à 22,04 €. 22,05 €. C'est très mesquin de me reprendre pour 22,5 au lieu de 22,4. Mais vous avez raison, vous connaissez mon goût pour la précision des choses. Donc, merci de l'avoir fait, monsieur le secrétaire général. Donc, alors, dites-moi du coup, 22,5. Et nous le remontons à 24K, 24,2. Donc, je ne vois pas où il voit une baisse. Sauf si même l'arithmétique devient à l'envers, parce qu'il y a tellement de choses qui tournent mal. Mais nous augmentons. Et ça, c'est une unité de valeur socle. Parce que ce que nous proposons à la profession d'avocat, c'est une contractualisation qui permet de tenir compte de la spécificité de certains territoires. Quelle spécificité? Les réalités sociologiques et socio-économiques. Il y a des territoires où il y a un plus fort besoin d'aide juridictionnelle. Nous proposons une contractualisation qui permet de tenir compte donc de ces spécificités de territoire d'une part, et d'autre part, de tenir compte de la complexité relative qui est différentielle d'un contentieux à l'autre. Par exemple, et les avocats en conviennent, parfois sont eux qui nous l'ont signalé, il y a des rétributions, les gardes à vue par exemple sont bien rétribuées, alors qu'il y a d'autres contentieux plus complexes qui sont moins bien rétribués. Donc, nous leur proposons contractuellement, c'est-à-dire avec eux, de mieux apprécier la technicité des différents contentieux et de mieux ajuster le complément à l'unité de valeur par rapport à la technicité de ce contentieux. Donc, quand c'est très simple, il n'y a pas de raison que l'unité de valeur monte à 26-27 €, parce que dans les simulations que nous avons faites, je vous ai parlé de l'unité de valeur socle qui monte à 24,2, mais selon les spécificités de territoire et les complexités de contentieux, les simulations que nous avons faites permettent d'arriver très vite à 26-27 € et même à 30 €, et même de passer 30 €. Donc, voilà la réalité. Je rappelle que cette aide juridictionnelle, donc la masse globale, le budget de l'aide juridictionnelle, dont je vous ai rappelé la progression, aura connu une augmentation de 180 millions d'euros en moins de 4 ans, entre 3 et 4 ans. Pourquoi? Parce que, d'abord, le budget a augmenté. Dans les chiffres que je vous ai donnés, il a augmenté de 130 millions d'euros. Mais je rappelle les 35 € que nous avons supprimés et qui rapportaient 60 millions d'euros dans l'aide juridictionnelle. Donc nous avons dû abonder l'aide juridictionnelle de ces 60 millions d'euros que les 35 € ne pouvaient plus apporter. Donc c'est un effort de l'État de 180 millions d'euros sur, disons en gros, 4 années budgétaires. Donc voilà, moi je ne sais pas de quoi parlait l'estimable et estimé bâtonnier sûr. Merci. Mais aussi le Conseil national des barreaux, les syndicats d'avocats, en fait, sont très réticents sur le fait de participer financièrement au financement de l'aide juridictionnelle. Il y a apparemment un projet de participation à travers les CARPA, c'est-à-dire la caisse gérée par les avocats. Et ils sont assez hostiles à ça. Quel message est-ce que vous avez à leur transmettre à propos de cette participation des avocats à l'aide juridictionnelle? Ils estiment qu'ils donnent déjà beaucoup. Alors vous me pardonnerez, mais les messages, je les donne parce que depuis 3 ans, nous travaillons ensemble et qu'il n'y a plus rien à découvrir. Et ceux avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire les représentants des instances nationales, qu'il s'agisse du Conseil national des barreaux, parce que vous savez qu'il y a une tri... Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers ou l'Ordre de Paris, le barreau de Paris, sont des instances avec lesquelles nous travaillons. L'aide juridictionnelle, je l'ai expliqué, mon ambition, c'est de la consolider. Pourquoi? Je leur ai dit d'ailleurs, je leur dis régulièrement, si on n'arrive pas à faire cette réforme, ils auront raté le seul garde des Sceaux qui aura décidé
de prendre en charge l'aide juridictionnelle et de consolider cette politique. Pourquoi ? Parce que nous avons 10 ans de rapports qui expliquent tous que le système est à bout de souffle et qu'il va s'effondrer. Ce sont des rapports qui existent depuis, le dernier doit remonter à 2006, et depuis ces rapports, aucun garde des Sceaux n'a touché à l'aide juridictionnelle. Et avec le recul, au bout de 3 ans, je comprends pourquoi. Bon. Donc, moi, j'ai annoncé la couleur clairement, je veux en faire une grande politique de solidarité nationale, efficace et pérenne. Et je le fais sur la base de la loi de 1991 qui a créé le cadre juridique de l'aide juridictionnelle. En quelques mots, très rapidement, il est prévu que l'ensemble de la profession participe en répartition, article 29, à l'aide juridictionnelle. Les chiffres montrent que 57% de la profession fait de l'aide juridictionnelle, au moins une fois. Et qu'il doit y avoir à peine 24 ou 25% de la profession qui ont fait plus d'une fois, en tout cas de façon substantielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Respect de la loi de 91, la profession n'effectue pas la répartition prévue. On y répond comment ? Et je l'ai dit à la profession. Soit je considère que toute la profession doit le faire et on prend une mesure coercitive qui impose l'exécution d'activités, enfin d'une partie de l'activité de l'aide juridictionnelle à tout le monde. Ça me paraît absurde, parce que quand on regarde ceux qui ne font pas de l'aide juridictionnelle, ce sont par exemple de gros cabinets d'affaires, des cabinets de fiducie, des cabinets spécialisés en transactions immobilières, en conseil fiscal international, etc. Ce ne sont pas des cabinets d'avocats pénaux, judiciaires qui vont plaider. Est-ce qu'on les oblige à faire de l'aide juridictionnelle ? J'estimais que ça n'était pas une réponse intelligente et qu'il serait plus pertinent de leur proposer une contribution à l'aide juridictionnelle, une espèce de compensation au fait qu'ils n'en font pas, alors que la loi prévoit que ce soit réparti sur la totalité de la profession. Tenez-vous bien, les grands cabinets avec lesquels nous avons travaillé, soit parce qu'ils nous ont contactés, qu'on les a rencontrés, etc., sont d'accord. Ils l'ont répété, ça fait 2 ans qu'ils le répètent. Et que ceux qui ne sont pas d'accord sont ceux qui en font une question de principe et qui, eux, par contre, pratiquent l'aide juridictionnelle et qui disent c'est hors de question que la profession d'avocat cotise parce que les médecins ne cotisent pas à la sécurité sociale. Sauf que les médecins ont quand même un régime d'internat obligatoire. Donc moi, je leur dis aux avocats, loi de 91, est-ce que vous voulez une espèce de régime d'internat obligatoire ? Est-ce que vous voulez un régime aide juridictionnelle obligatoire ? Parce que si vous vous comparez aux médecins, on compare tout. On compare tout. Bon, voilà. Donc, moi, en décembre 2013, j'avais obtenu de toutes les professions du droit une participation à l'aide juridictionnelle. Notaires, huissiers, etc. Tous ces présidents ont confirmé cet engagement devant le président de la République en décembre 2014 à l'occasion d'un déjeuner profession judiciaire que nous avons eu à l'Élysée. Sauf que comme il n'y a pas eu moyen d'avancer avec les avocats, or ce sont les avocats qui reçoivent 98% de l'aide juridictionnelle, les autres professions, évidemment, elles nous ont largués en chemin. Hein. Bon, alors je ne suis pas en train de dire que parce que les avocats reçoivent 98%, etc., je dis simplement, ou bien on regarde ce système s'effondrer dans quelques années, c'est quand même ça l'enjeu, ou bien on le renouvelle et on le revigore et on s'assure que l'aide juridictionnelle est une vraie politique de solidarité nationale. Avec les objectifs que j'ai indiqués, on relève le plafond de ressources, on améliore la rétribution des avocats, on permet que là où il y a plus d'efforts, plus de savoir apporter, plus de travail, ce soit mieux rémunéré que là où il y a juste de la présence, par exemple. Et on améliore l'accès au droit, c'est-à-dire qu'on élargit les contentieux, il y a plus de personnes qui pourront accéder à la justice grâce à l'aide juridictionnelle. Et dans J21, il y a des dispositions qui vont permettre aussi de réformer. Par exemple, l'aide juridictionnelle aujourd'hui est attribuée pour une procédure. Nous allons faire en sorte qu'elle puisse être attribuée pour du conseil, parce qu'il peut arriver que l'avocat estime qu'il n'y a pas lieu, il est possible de régler le problème différemment, il n'y a pas lieu d'ouvrir
une procédure contentieuse. Mais là, il y a un effet pernicieux de l'aide juridictionnelle. Donc tout ça va donner de l'oxygène au système. Moi, j'ai dit aux avocats que je ne fais pas de brutalité. Je n'en fais à personne. J'ai des principes. Je vais sortir de ce ministère avec mes principes intacts. Ça fait 3 ans que je travaille avec la profession. Bon. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Moi, je leur ai déjà dit aussi. Changement de méthode, changement de résultat. Lorsque le ministère de l'économie a décidé de supprimer la territorialité de la postulation, de supprimer, il y avait autre chose là, qui travaille pour les avocats là. Il y avait la territorialité, il y avait autre chose sur les avocats dans la loi croissance-activité. Bon. Vous vous rappelez pas ? Postulation essentiellement, et puis extension du... Ah oui, merci monsieur, l'avocat d'affaires. Voilà. Voilà. La méthode n'a pas été la même. Moi, je concerte, je consulte, je parle franchement, je parle en public, je me déplace, je vois tout le monde, etc. C'est clair, ce que je viens de vous dire là, c'est sur la table, tout le monde le connaît. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Mais je propose qu'on avance ensemble, qu'on fasse ensemble. La loi activité-croissance, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était dedans suppression de la territorialité de la postulation et création d'avocats d'affaires. Ben, nous avons ramé pour réparer tout ça. Nous avons ramé, nous y sommes parvenus. Mais nous avons ramé. Pourquoi ? Les conséquences, suppression de la postulation. C'était à terme disparition de toute une série de barreaux dans les provinces. Enfin, c'est eux-mêmes qui appellent, hein, sa province. D'accord ? C'était le risque réel et relativement imminent de disparition de barreaux sur le territoire. Or, moi, l'accès au droit, c'est la présence de professionnels du droit sur l'ensemble du territoire. C'est ça pour moi l'accès au droit. La première condition, c'est le maillage territorial. Donc, la présence de personnes. Bon. Donc, c'était ça. On l'a rattrapé. Deuxièmement, la création de l'avocat d'affaires. Ce qui était prévu dans la loi faisait entrer dans la profession d'avocat d'un coup 15 000 conseils juridiques des entreprises. C'est-à-dire qu'une profession qui a du mal à absorber tous les ans 2 000 avocats supplémentaires, elle se ramassait en une année 13 000 conseillers juridiques avec des statuts différents, des durées d'expérience différenciées, un coup 5 ans, un coup 8 ans, etc. C'était ça qu'il y avait dans la loi. Donc moi, j'ai dit aux avocats, autre méthode, autre résultat. On vous fait des brutalités. Moi, je ne voulais pas vous voir mourir parce que moi, je veux assurer l'accès au droit. Ce n'est pas pour sauver les professions. Les professions, elles se sauvent elles-mêmes. Moi, je veux sauver l'accès au droit pour les citoyens. Bon. Donc, ils auraient vu arriver un afflux de 13 000 conseillers juridiques entrant dans le statut d'avocat et ils auraient vu disparaître des barreaux dans quelques temps parce que la suppression de la territorialité de la postulation aurait fait disparaître, aurait fragilisé des barreaux. Bon. Donc, moi, ma méthode, consultation, dialogue, sourire, gentillesse, franchise, clarté, 0 résultat. J'exagère. Bon. Et puis l'autre méthode, brutalité, on ne vous connaît même pas, on ne vous appelle même pas. Alors, j'aurais été méchante, mais j'aurais été très irresponsable en étant méchante. Je laissais ça dans la loi. Et puis on faisait un bilan en 18 mois. On faisait un bilan dans 18 mois. Bon, c'est tout. Donc moi, je répète, si les avocats ne veulent pas qu'on réforme, on ne réformera pas. On ne réformera pas, je ne ferai pas de brutalité. Mais je leur ai dit 2 choses. 1, ils auront loupé le garde des Sceaux qui ose le faire, et avec cette méthode-là. 2, le suivant sera obligé de le faire, ou obligé de constater l'effondrement du système, c'est l'un ou l'autre. Et s'il est obligé de le faire, il va le faire sans eux. Parce que moi-même, j'aurais fait la démonstration que la consultation, la concertation, le dialogue, ça ne marche pas. Donc il fera sans eux. Et même s'il fait bien sans eux, ce ne sera pas bien au bout du compte, parce qu'il faut que la profession elle-même soit d'accord avec la réforme, qu'elle la mette en œuvre, etc. Donc même si c'est bien fait sans eux, ce sera fait contre eux. Et je leur ai déjà cité cette parole de Nelson Mandela, ce que vous faites pour moi, ce que vous faites pour nous, ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Donc même si vous faites bien sans les gens, vous faites contre eux. Voilà. Et je crois que c'est ma conclusion parce qu'on n'arrête pas, vous ne voyez pas, mais on n'arrête pas de me faire des signes derrière. Il y avait des questions encore, monsieur. Désolé. Bonjour, Thibaut Chevillard de l'agence de presse AEF. J'imagine que vous avez entendu parler du cas de ce détenu radicalisé qui n'est pas retourné en prison. A priori, il y en a quand même beaucoup, des jeunes, des individus qui se radicalisent en prison. Du coup, je voulais savoir ce que vous avez prévu pour 2016 pour lutter contre la radicalisation en prison.
Oui, peut-être, oui, d'accord. C'était un peu dans la même lignée. Est-ce que vous avez déjà un premier retour d'expérience, ou c'est trop tôt, sur justement l'isolement, enfin cette expérimentation de mettre à l'isolement les détenus radicalisés, et est-ce que vous envisagez de généraliser cette expérience à terme, et à quel terme? Merci. D'accord. Alors, sur le détenu qui n'est pas rentré parce qu'on a raconté que c'était le chef d'un réseau, etc., parce qu'il y a une confusion entre deux détenus. Donc, le fameux chef de réseau, il est à l'isolement. Il est à l'isolement depuis octobre 2012. Il est en contact avec personne. Il n'a pas de permission de sortie. Il n'est pas sorti. Et donc, il n'avait pas besoin de rentrer. Bon. Celui qui est sorti est un détenu condamné pour des infractions de droit commun. Vol avec vol aggravé, vol avec violence, recel de vol, abus de confiance. Donc, c'est une décision du juge d'application des peines. C'était la 3e permission de sortie qu'accordait ce juge d'application des peines à ce détenu. Il n'est pas rentré dimanche. Aussitôt, l'administration pénitentiaire a alerté le parquet et le commissariat de police. Le procureur a lancé un mandat de recherche. Il a fait inscrire sur le fichier des personnes recherchées. Et bien entendu, la police met tout en œuvre pour retrouver cette personne. Sur sa radicalisation, c'est une personne que le renseignement pénitentiaire a effectivement signalée. Mais il faut savoir que le renseignement pénitentiaire est extrêmement prudent, et c'est très bien. C'est une doctrine de fonctionnement qui est tout à fait satisfaisante. Donc le renseignement pénitentiaire l'a signalé, notamment pour une participation de prière collective. Donc ça veut dire qu'on observe et qu'on va voir. Donc c'est pas, on n'est pas face à un cas, en tout cas des éléments d'observation. Quand vous dites a priori, il y en a beaucoup. Excusez-moi, pour moi c'est pas un chiffre. Nous avons des chiffres très précis et nous suivons. Oui, je vous dis, nous suivons très 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 régulièrement. Évidemment, il y a une circulaire que j'ai mise en novembre 2012, actualisée en novembre 2013 sur les détenus particulièrement surveillés. Ce que nous savons en regardant les chiffres mois après mois, et nous allons continuer à le faire mois après mois, compte tenu de l'augmentation de procédures judiciaires pour actes terroristes, ce que révèlent les chiffres de façon très stable depuis 2 ans, c'est qu'il y a 15% de personnes qui ont pu se radicaliser en prison. C'est-à-dire que des personnes qui sont radicalisées et qui ont eu un antécédent carcéral sont 15%. C'est clair ? Donc ça veut dire que 85% de la radicalisation se fait ailleurs qu'en prison. Bon. Et les chiffres sont relativement stables malgré... Alors il y a eu une augmentation, bien entendu, du fait justement de l'augmentation des procédures. Les personnes très radicalisées font l'objet d'isolement. Et puis il y a cette expérience... sur les personnes, voilà, les personnes, c'est des situations un peu intermédiaires. Donc à Fresnes, l'expérimentation a été lancée par le directeur de l'établissement, donc l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4 mois avant, moi, j'avais lancé un appel d'offres pour ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui s'effectue en même temps avec la mise en œuvre des outils, enfin d'éléments pratiques pour mettre en application ce que révèle la recherche. Cet appel d'offres avait été remporté par l'association française, la FVT, Française des victimes de terrorisme, qui travaille donc à Fresnes depuis... C'est Fresnes, hein, elle est à Osny et Fleury. Voilà, depuis janvier 2015, voilà, et va donc... alors j'ai demandé des rapports trimestriels, j'espère qu'ils vont arriver à le faire. Qu'on arrive à détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas, ceux qui font du prosélytisme sont plutôt dans une stratégie de dissimulation. Donc, il faut arriver à repérer autrement, et c'est une des missions de cette recherche-action, repérer les signaux faibles, les faisceaux de signaux qui permettent de trouver soit des signes de radicalisation, soit une exposition à la radicalisation. Y compris parce qu'on a des cellules où il y a 2 détenus, parfois 3 détenus. Donc, cette exposition à la radicalisation. Nous faisons un effort important sur les aumôniers. Alors, sur les aumôniers, 2 choses. Les aumôniers musulmans, nous en avons recruté une trentaine chaque année, donc cette année encore, d'une part. D'autre part, nous procédons à une formation. Vous savez que nous allons mettre en place, nous finalisons le décret, il n'est pas terminé, le décret, sur la formation universitaire des aumôniers.
J'ai décidé de doubler le budget des aumôniers musulmans, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bénévoles parmi eux et de personnes qui n'étaient pas forcément encadrées. Donc, le budget est devenu numéro 2, il devait être numéro 3 ou 4, d'une part. Et ensuite, en termes de méthode de travail, j'ai choisi le travail œcuménique. Travail œcuménique, bizarre à dire. En tout cas, un travail avec l'ensemble des cultes. Il y a 7 cultes qui interviennent dans les établissements pénitentiaires. Donc, tout ce qu'on fait contre la radicalisation, je le fais avec l'ensemble des aumôniers nationaux. Donc, ce sont des travaux, des discussions, des dispositifs que nous mettons en place, mais nous les mettons en place ensemble. Nous réfléchissons ensemble à la prise en charge individuelle, la question des espaces, intervention dans les cellules, très directement. Donc, nous le faisons avec l'ensemble des aumôniers nationaux. Pour ce qui est expérimenté actuellement, nous envisageons de dupliquer dans 4-5 établissements repérés pour l'instant, parce qu'il faut quand même que l'établissement permette, que sa configuration permette. Alors, je n'ai pas parlé du nombre de places de prison que nous créons, mais nous construisons des prisons, mais je répète, avec l'esprit de faire en sorte que le temps de la prison soit un temps d'exécution de la peine pour la réinsertion, et notamment pour les petites et les moyennes, pour les peines de petite et de moyenne durée. Donc, nous allons dupliquer. Donc, nous avons repéré 4-5 établissements où nous pourrons dupliquer, mais nous voulons vraiment maîtriser cette opération pour qu'elle ne soit pas contre-productive, qu'on ne fasse pas le contraire de ce qu'on veut. Donc, nous travaillons sur le profil des personnes que nous affectons dans ces lieux, parce que spontanément, l'idée, c'est d'y affecter des personnes qui sont incarcérées pour des faits en lien avec une entreprise terroriste ou complicité, et sont pas forcément. Et il y a des personnes qui sont là pour des faits de droit commun et qui sont plutôt, eux, dans un processus de radicalisation, alors que ces personnes qui ont été complices d'un acte terroriste, parfois sans le savoir vraiment et parfois en le sachant sans mesurer vraiment, ces personnes ne sont pas forcément dans un processus de radicalisation. Donc il faut vraiment travailler sur les profils, il faut travailler sur la méthode de prise en charge et d'accompagnement, il faut travailler aussi sur les conditions dans lesquelles on évalue, parce que le but, c'est quand même de sortir les gens de ça, quoi. C'est pas, ils ne sont pas enfermés à vie, ce sont des décisions de justice qui définissent une durée de peine. Ils ne sont pas enfermés à vie. Donc l'idéal, c'est vraiment d'arriver à les en sortir. Donc il faut travailler sur l'évaluation, la prise en charge et puis l'inscription dans un autre parcours. Voilà, c'est ce qu'on fait. En sachant que voilà, on n'en a pas dans tous les établissements pénitentiaires non plus. Voilà. C'est même pas 10% de la totalité de la population carcérale, quoi. Je veux dire que c'est pas... Et heureusement, ça nous permet vraiment de travailler de façon très, très suivie et continue. Voilà, je crois que vous n'avez plus de questions et je vous en remercie. Merci d'être venu et d'avoir passé ces demi-après-midi avec nous.